Rabonjour à toutes et à tous, je suis Ervan Le Rumeur, kinésithérapeute à Paris, spécialisée en pelvie-périnéologie. Bienvenue dans cette nouvelle veille hebdomadaire de pelvie-périnéologie. Cette semaine, le dossier principal est consacré aux lésions périnéales du postpartum, comment les suivre sans les banaliser, mais sans les catastrophiser non plus. Le fil secondaire portera sur la rééducation périnéale, apprendre à contracter, vérifier la qualité du geste, puis entraîner. Dossier de la semaine. Lésion périnéale, ne pas banaliser, ne pas catastrophiser. Le papier qui structure le dossier est une revue systématique avec méta-analyse sur les facteurs pronostiques des complications de plaie après traumatisme périnéal obstétrical. Le résultat le plus solide est net. L'accouchement vaginal instrumenté ressort comme facteur associé aux complications de plaie. L'indice de masse corporelle élevé n'apparaît pas significatif dans les données qui ont pu être regroupées. Plusieurs facteurs pourtant plausibles restent trop peu étudiés ou trop hétérogènes pour conclure proprement. C'est le cas du tabac, de l'épisiotomie ou de la durée de la deuxième phase du travail. Le message clinique raisonnable est donc de mieux cibler le suivi après extraction instrumentale et plaie périnéale sans transformer chaque facteur de risque théorique en vérité de consultation. Le deuxième papier important nuance immédiatement le sujet. Dans le suivi suédois d'un essai randomisé, 1911 primipares sont évalués à un an postpartum, avec les questionnaires PFDI 20, PFIQ 7 et des questions spécifiques. Les symptômes pelvipérinéaux sont fréquents, mais les déchirures du deuxième degré, qu'elles soient mineures ou majeures, ne sont pas associées à plus de dysfonction pelvipérinéale, ni à une baisse mesurable de qualité de vie. En revanche, les lésions obstétricales du sphincter anal restent associées à un risque accru de détresse colorectale anale. Ce papier est précieux parce qu'il évite une dérive fréquente, confondre l'existence d'une déchirure avec un mauvais pronostic automatique. Une patiente peut avoir une lésion du deuxième degré et récupérer correctement. Une autre peut avoir une plainte importante avec une lésion anatomique jugée banale. Le suivi doit donc partir des symptômes et des facteurs de risque, pas seulement de l'étiquette obstétricale. L'incontinence fécale postpartum mérite une place spécifique. La cohorte longitudinale toscane suit plus de 10 000 femmes de la grossesse jusqu'à 12 mois postpartum. La prévalence de l'incontinence fécale reste basse, autour de quelques pourcents selon les temps de mesure, avec un pic à 3 mois postpartum, puis une diminution à 12 mois. Les scores de Wexner restent globalement modérés. Cela ne justifie pas un discours alarmiste, mais cela rappelle que le symptôme existe et qu'il peut être présent dès la grossesse. L'intérêt pratique est simple, poser la question, pas une seule fois, vaguement en fin de consultation. Il faut la reposer dans le temps, surtout après extraction instrumentale, lésion obstétricale du sphincter anal, douleur, troubles de cicatrisation ou plainte de contrôle anorectal. Le long terme complète ce tableau. Une cohorte suédoise appariée chez des femmes de 40 à 64 ans retrouve davantage d'incontinence fécale après 2 accouchements vaginaux qu'après 2 césariennes. Le risque est encore plus élevé en cas d'antécédent de lésion obstétricale du sphincter anal. L'âge contribue aussi, hein. Cette donnée doit être lue à l'échelle populationnelle. Elle ne prédit pas le destin d'une patiente isolée, mais elle rappelle que les lésions obstétricales et le vieillissement peuvent se rencontrer des années plus tard dans une plainte anorectale. C'est une raison de documenter l'histoire obstétricale dans les bilans d'incontinence anale de la quarantaine ou de la cinquantaine. Ce n'est pas une raison de faire peur à toutes les femmes après accouchement vaginal. Le versant urinaire est moins directement une question de lésion périnéale, mais il fait partie du même tableau de tri postpartum. Dans une étude cas témoins, nichée sur 408 femmes à bas risque après accouchement vaginal, 20,1% rapportent des symptômes du bas appareil urinaire au deuxième jour postpartum. Environ 43% des femmes symptomatiques gardent des symptômes à 6 semaines. Les facteurs associés sont notamment un deuxième stade prolongé et un poids de naissance élevé. Le message n'est pas de pathologiser le deuxième jour postpartum, c'est de ne pas conclure trop vite. Un symptôme urinaire très précoce peut régresser. Mais il mérite une information, des consignes de surveillance et un point de suivi, surtout si la patiente cumule d'autres signaux périnéaux. Le dossier ne serait pas complet sans la douleur. La revue sur les douleurs de ceinture pelvienne postpartum montre que la détresse émotionnelle est associée à la persistance douloureuse. Mais le point le plus intéressant est ailleurs. Les attentes positives de récupération semblent jouer un rôle protecteur. Il ne faut pas en faire une lecture culpabilisante. Une patiente ne guérit pas parce qu'elle pense positif. En revanche, le langage du clinicien, l'explication du pronostic, la reprise graduée du mouvement et la capacité à éviter les croyances catastrophistes sont probablement des leviers réels. En postpartum, le discours compte. Il peut sécuriser et remettre en mouvement.
ou il peut figer. Dernier élément du dossier, les œstrogènes vaginaux postpartum. La revue systématique ne trouve que 3 études pour 85 femmes au total. Il existe des signaux biologiques et symptomatiques possibles sur l'atrophie, avec une acceptabilité correcte et sans signal majeur de sécurité dans ces données limitées. Mais l'efficacité sur la fonction urinaire, digestive ou sexuelle n'est pas démontrée. C'est typiquement un article à utiliser avec prudence. Il ouvre une question clinique, hypoœstrogénie relative, lactation, tissus vulvovaginaux, dyspareunie. Mais il ne permet pas de transformer les œstrogènes locaux en réponse standard du postpartum. Le message final du dossier est donc double. D'abord, il faut hiérarchiser les risques. Extraction instrumentale, lésion obstétricale du sphincter anal, complications de plaie, symptômes anorectales, symptômes urinaires persistants, douleurs de ceinture pelvienne et inquiétudes de récupération doivent en fait déclencher un suivi plus attentif. Ensuite, il faut éviter le catastrophisme. Toutes les déchirures ne sont pas équivalentes. Une déchirure du deuxième degré n'est pas en soi un mauvais pronostic. L'objectif clinique reste de suivre une trajectoire fonctionnelle, pas de coller une étiquette anxiogène. Fil secondaire, rééducation périnéale, apprendre, vérifier, entraîner. Le meilleur papier rééducatif de la semaine concerne les femmes avec incontinence urinaire d'effort et muscles périnéaux très faibles. Dans cet essai randomisé multicentrique, l'ajout d'une stimulation intravaginale déclenchée par électromyographie de surface à une rééducation périnéale supervisée améliore la force, les épisodes de fuite, le nombre de protections et le score ICIQ forme courte jusqu'à 12 mois par rapport à une stimulation placebo. L'effectif est modeste, hein, avec 36 participantes, hein, au suivi de 12 mois. Mais le signal est cohérent. Le point pratique n'est pas électrostimulation pour tout le monde. C'est plutôt quand la contraction volontaire est très pauvre, un outil déclenché par l'activité peut aider à rendre l'entraînement possible et plus efficace. Le papier sur la palpation vaginale pendant l'apprentissage moteur précoce complète bien cette idée. Chez 176 femmes avec incontinence urinaire d'effort, déjà capables de produire une contraction volontaire, ajouter la palpation vaginale aux consignes verbales et aux techniques de conscience corporelle n'améliore pas le nombre de contractions rapides, le score Oxford, l'endurance ou la perception globale des résultats. En revanche, la palpation améliore la sélectivité avec moins de contractions simultanées du grand fessier. Ce n'est donc ni un argument contre le toucher, ni un argument pour le rendre systématique. C'est plus fin. Si la patiente s'est déjà contractée, le toucher n'ajoute pas forcément de performance globale. S'il existe des synergies, une poussée, une mauvaise stratégie ou une incertitude, il garde une valeur de vérification et de correction. L'étude comparant échographie transpérinéale et palpation digitale va dans le même sens. L'échographie montre une bonne fiabilité entre évaluateurs et corrèle avec certains paramètres de contraction, notamment le changement d'angle de l'axe urétral proximal et la variation de l'air hiatal. La palpation, elle, en reste une mesure fonctionnelle directe, mais moins reproductible. Le message est simple, les outils ne mesurent pas exactement la même chose. La main évalue une fonction clinique. L'image objective, un déplacement. En pratique, il ne faut pas chercher un outil roi, il faut choisir l'outil selon la question. Enfin, l'essai sur l'éducation en ligne, fondé sur le modèle transthéorique et l'entretien motivationnel, rappelle que l'adhésion est un objet de soin. L'intervention améliore la qualité de vie et le stade de changement sans réduire significativement la fréquence ou la sévérité des fuites. Cela ne remplace donc pas l'entraînement. Mais cela rappelle qu'avant de demander à une patiente de répéter correctement ses exercices, il faut parfois travailler sa compréhension, sa disponibilité, son sentiment d'efficacité et son engagement. Must read hors dossier. L'analyse en cluster de l'incontinence fécale est très utile pour le bilan clinique. À partir de journaux de selles et de fuites chez 268 patients, elle identifie 4 phénotypes associés à la qualité de vie et à la physiologie anorectale. Les liens avec la manométrie existent, mais restent modestes. Le message est excellent. L'opposition entre incontinence par urgence et incontinence passive est trop courte. Volume de fuite, consistance, conscience du besoin, fréquence des selles et impact sur la vie quotidienne doivent de structurer l'interrogatoire. Le rapport de l'American Brachytherapy Society sur le suivi après radiothérapie gynécologique est moins fort méthodologiquement qu'un essai, mais il est structurant. Il met dans le même champ la surveillance carcinologique, les toxicités vaginales et pelviennes, la santé sexuelle, les dilatateurs, les œstrogènes et la kinésithérapie pelvienne. Le message à retenir est que la survie et l'absence de récidive ne suffisent pas à définir la récupération. Les troubles tissulaires, sexuels, urinaires, digestifs et douloureux doivent être anticipés.
La méta-analyse sur la DHEA intravaginale dans l'atrophie vulvovaginale postménopausique retrouve des améliorations modestes mais significatives sur la sécheresse vaginale et la dyspareunie à partir de 5 essais randomisés uniques et 1611 participantes. Ce n'est pas un sujet de prescription kiné, c'est un rappel utile. Certaines dyspareunies ont une composante tissulaire et hormonodépendante qui ne se règle pas uniquement par relâchement musculaire ou éducation. Brefs utiles. Une dose préopératoire unique de gabapentine, 300 mg, ne réduit pas la consommation d'opioïdes ni les scores de douleur après suspension apicale vaginale. C'est une brève médicale, mais elle rappelle qu'un élément fréquent des protocoles périopératoires ne doit pas survivre automatiquement s'il ne démontre pas de bénéfice. La sacrocolpopexie robot-assistée et la sacrocolpopexie laparoscopique donnent des résultats anatomiques et cliniques globalement comparables. Dans les données observationnelles, la robotique réduit peut-être les conversions en laparotomie. Pour la rééducation, le message reste limité. C'est une comparaison technique chirurgicale avec faible impact direct sur le raisonnement fonctionnel. Après chirurgie de fistule anale, la sexualité reste sous-discutée. La revue suggère des effets différents selon le genre. Avec dyspareunie, images corporelles et gènes liés au seton ou aux cicatrices. Le papier est hétérogène, mais le message clinique est juste. Guérir une fistule ne suffit pas à documenter le résultat patient. Chez les survivants de cancer colorectal avec syndrome de résection antérieure basse, une étude qualitative décrit le besoin d'information, de soutien individualisé et de rééducation pelvienne structurée. Ce n'est pas une preuve d'efficacité. Mais c'est un signal fort sur les besoins de soins de support. Imprévisibilité, perte de contrôle, apprentissage de stratégie et consolidation des habitudes. L'irrigation transanale dans la constipation fonctionnelle montre des résultats observationnels durables sur satisfaction, qualité de vie et score de constipation jusqu'à 24 mois. Sans groupe contrôle randomisé, il faut de rester prudent. Mais l'option mérite d'être connue pour les patients sélectionnés. Le registre français Vigimesh apporte des données rapportées par les patientes après bandelette sous-urétrale avec un suivi médian de 34 mois et des résultats globalement bons rapportés par les patientes. Les complications sérieuses restent associées à une moindre impression d'amélioration. Là encore, le résultat rapporté par le patient compte autant que le succès technique. Dans l'endométriose, un score élevé de sensibilisation centrale est associé à l'échec de l'hormonothérapie sur douleurs pelviennes chroniques, dyspareunie profonde et dyschésie. C'est une association prospective, pas une preuve que traiter la sensibilisation modifie la réponse hormonale. Mais cela renforce l'intérêt de dépister les mécanismes de sensibilisation quand la douleur persiste. Un autre papier sur l'endométriose suggère que le lien entre exposition traumatique et intensité douloureuse passe plutôt par la dépression et le catastrophisme que par un lien direct simple. Comme l'étude est transversale, pas de causalité. Le message clinique doit rester propre, ne pas psychologiser la douleur, mais ne pas ignorer les médiateurs psychologiques qui modulent la trajectoire douloureuse. Dans la vestibulodynie provoquée, le tampon test présente une variabilité individuelle importante. Faire la moyenne de plusieurs mesures améliore la précision. C'est une brève méthodologique mais utile. Un score isolé n'est pas toujours un bon témoin d'évolution. Conclusion. Cette semaine, le postpartum domine, mais pas avec un message simpliste. Les lésions périnéales doivent être suivies de façon hiérarchisée. L'extraction instrumentale et la lésion obstétricale du sphincter anal méritent une vigilance particulière. Les symptômes anorectaux et urinaires doivent être dépistés. La douleur de ceinture pelvienne doit être expliquée sans culpabilisation. Et les tissus vulvovaginaux postpartum restent un champ de recherche encore pauvre. À l'inverse, une déchirure du deuxième degré ne doit pas devenir une prophétie de dysfonction. Le bon niveau de lecture est la trajectoire clinique. Le reste de la veille prolonge ce message. En périnéologie, le résultat visible ne suffit pas. Une contraction cotée, une chirurgie réussie, une fistule fermée, une absence de récidive ou un score amélioré ne racontent pas toute la récupération. Il faut suivre la fonction, la douleur, la sexualité, la continence, le vécu et l'adhésion. Cette veille repose sur les titres à abstract et métadonnées disponibles. Elle ne remplace pas la lecture intégrale critique des articles ni les recommandations de pratique.